Alors, dans cette vidéo, on va parler d'un de tes livres préférés, Thibaut. Euh, on a déjà évoqué le sujet dans une vidéo qui est sortie sur tes trois livres préférés, tes trois meilleurs livres pour progresser en trading. On a déjà parlé de celui de Marc Minervini. On a présenté rapidement les trois dans la vidéo précédente. Et donc là, on va parler de How to Make Money in Stocks. Ce livre, donc pas que par toi, mais il est considéré aussi comme une bible du trading. Et j'aimerais savoir pourquoi, selon toi. Ouais, c'est vrai que c'est un incontournable, c'est ce qui a formé toutes les générations de traders derrière William O'Neill. Donc Mark Minervini, Mark Ritchie, David Ryan, Dan Zanger sont tous inspirés de son trading, de son savoir. Et donc, voilà, c'est hyper complet. Et puis c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, hein, qui a traité un fonds d'investissement, qui a fait des centaines de millions peut-être. Donc c'est quelqu'un d'hyper compétent ça a été pas forcément le premier à faire aussi le couplet d'analyse fondamentale et d'analyse technique, mais il a quand même su l'expliquer de façon relativement simple dans sa méthode qui s'appelle Counseling. Ah, mais parfait, tu me l'introduis juste après. Est-ce que tu peux m'expliquer et nous expliquer ce concept vraiment simplement comme si quelqu'un qui ne connaissait rien au trading, euh, pour que lui puisse aussi comprendre. Alors l'idée de la méthode Counseling, c'est de coupler analyse fondamentale et analyse technique pour trader les meilleurs actifs du marché. Donc William O'Neill, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de trouver la meilleure marchandise, les meilleures actions, les meilleures sociétés, pas celles qui sont forcément rentables et qui continuent d'être rentables, mais celles où on observe une augmentation drastique de leur rentabilité, signe que probablement les institutions vont venir pricer ce mouvement. Donc ce que recherche William O'Neill, c'est simplement une action, une société qui croît fortement ses ventes, sa marge, ses bénéfices. Tous ces fondamentaux-là vont attirer les institutions et ça va donner des gros mouvements. Et c'est le principe de sa stratégie, trader les meilleures actions, celles qui ont les plus gros potentiels, 100, 200, 500, 1000% sur des horizons de temps de trimestre en trimestre. Et voilà. Ok. Et donc concrètement, toi, comment tu fais? Est-ce que, comme, comme le font les investisseurs en bourse, est-ce que tu vas regarder directement, j'ai une connerie, si l'action, je sais que c'est pas Tesla, mais imaginons que c'est Tesla, si tu vas sur, est-ce que tu vas sur le site Tesla et tu regardes les dividendes, tous les paramètres, ou est-ce que tu regardes uniquement le graphique pour prendre ta décision? Sachant que je sais que c'est pas Tesla, hein. Alors moi, je prends souvent mes décisions uniquement grâce aux techniques, mais c'est vrai que après, tu as des screeners, des outils qui te permettent de comprendre si telle ou telle société a une augmentation de ses résultats fondamentaux. Donc ça, c'est publié tous les trimestres, hein. Donc c'est les résultats trimestriels, les bénéfices nets par action, BPA, en anglais EPS, et ça te permet de comprendre un peu la rentabilité de la société, si elle croît, si elle décroît, et on compare toujours ses bénéfices trimestriels par rapport au même trimestre de l'année passée, puisqu'on ne va pas comparer le trimestre de Noël, par exemple, au trimestre de l'été. C'est pas du tout la même chose, et c'est pas, par exemple, pour une société comme Amazon, donc du Hmm. e-commerce, ça n'a pas du tout le même impact, la période Black Friday et Noël, que la période de juin, juillet, août, qui est sûrement plus calme. Donc voilà, on compare des résultats trimestriels et on trouve ça sur des screeners à peu près partout, même sur des plateformes de trading, elles nous les indiquent. Tu peux les avoir gratuits, ou il Ouais. faut les... Oui, après il y a des screeners qui coûtent relativement cher, qui sont intéressants. D'ailleurs, William O'Neill avait créé son propre outil de screener, Market Smith, que j'utilisais à un moment donné. C'est pas donné, c'est à peu près 150 $ par mois. Mais maintenant, on a tellement l'information gratuite et disponible qu'on peut trouver cette information mais partout et gratuitement. C'est juste que c'est vrai que son screener était intéressant. Donc je le répète pour ceux qui sont intéressés, c'est Market Smith, sa société qui l'a vendu et qui faisait tous les screeners fondamentaux en lien avec sa méthode Counseling. Ok, ça marche. Est-ce que du coup pour toi cette méthode-là déjà tu l'utilises? Et si oui, est-ce que ben voilà quel impact ça a sur ton trading? Alors j'utilise une variante de son approche parce que je ne vais pas tenir des positions aussi longtemps que lui. Lui il va tenir des positions plusieurs trimestres, voire peut-être une année. Moi, c'est pas du tout mon horizon de temps à l'heure actuelle, mais j'ai retenu de son trading qu'il fallait trader les actifs les plus performants, les leaders de marché, les leaders dans les rotations sectorielles, et c'est ce que j'utilise dans mon trading un peu plus actif, quoi. Ok, d'accord. Pour en repérer un, est-ce que c'est expliqué dans ce livre quand je dis un, c'est un leader de marché, est-ce que c'est expliqué dans ce livre exactement comment en trouver ou pas?
Ouais, ouais, bah, c'est la méthode Kanslin. Donc chaque lettre a Ok. une définition et tu vas avoir l'accélération des ventes et des bénéfices. Tu vas avoir, il faut que ça soit un leader dans son industrie, il faut que ça soit liquide et ainsi de suite. Il y a plusieurs critères qui sont définis dans le livre et qui permettent vraiment de traquer les meilleurs marchés et les meilleures actions. Ok, donc chaque lettre, c'est vraiment un aspect, entre guillemets, de sa méthode. Et du coup, ouais, ouais, Can Slim, ok. Ok, je vois. Tu veux que je te donne la définition de chaque lettre? Ouais, bah ouais, complètement. Donc, pour le C de Counseling, c'est pour le current earnings, donc les bénéfices nets actuels. Est-ce qu'ils sont en croissance, est-ce qu'ils sont en augmentation? Bref, il va y avoir une étude des bénéfices qui va être faite pour comprendre si on est sur une société qui croît, qui décroît ou qui stagne. Le A, c'est pour les annual earnings, donc les bénéfices nets par action annualisés. Là aussi, on va étudier si il y a une augmentation, une croissance, une décroissance, une stagnation des bénéfices. Alors c'est plus lent, c'est peut-être un peu moins important que le C parce que c'est moins réactif, c'est donné que tous les ans, mais ça peut donner une idée. Si on a par exemple une société qui était pas rentable ou en stagnation et au bout d'un an, on a vraiment une augmentation, il est probable que cette croissance perdure peut-être sur l'année qui va suivre. Mais bon, moi je préfère quand même le C, c'est-à-dire les current earnings, c'est plus réactif et c'est tous les trimestres. D'ailleurs, en ce moment, on est sur donc c'est 4 fois par an, parce que c'est tous les trimestres, on est sur l'annonce des résultats des sociétés, et ça dure quelques semaines. Le N, c'est pour new, c'est-à-dire, lui, ce qui sous-entend par new, c'est quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a une équipe marketing, un CEO, un changement de la direction, un nouveau produit, bref, quelque chose qui vient apporter de la nouveauté et qui fait que potentiellement on a des résultats qui changent et qui accélèrent. Ça peut être un nouveau partenariat. Par exemple, je me rappelle de Crocs qui avait bien cartonné, qui avait su se renouveler en faisant un partenariat avec Balenciaga et Post Malone quand ils étaient un peu en difficulté. Donc quelque chose de nouveau qui vient justifier et apporter cette croissance qu'on a dans les deux lettres précédentes. Le S de Slim, c'est supply and demand, donc tout ça, c'est la liquidité, les volumes, donc l'offre et la demande. Est-ce qu'on a beaucoup de demandes pour le titre, ou est-ce que la demande est croissante? Ça va être l'étude a priori des volumes. L, pour leader hors lagarde, donc les actifs qui lead, ou qui mènent la danse, ou qui sont à la traîne. Et donc, c'est ce que je te disais, hein, c'est vraiment le concept important. Est-ce que c'est un leader? Est-ce que c'est un actif dans son industrie qui est le plus performant ou pas? Parce qu'il y a cette notion de thématique. Une société comme Nvidia domine son secteur d'activité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sociétés qui sont compétentes, mais ça veut simplement dire que c'est le leader dans son domaine. Ok. Et ça, typiquement, tu le sais grâce aux chiffres. C'est uniquement grâce au chiffre d'affaires, à la Pas que capitalisation. tu le sais effectivement à cause des fondamentaux, mais tu le sais aussi en fonction du prix. Est-ce que c'est un actif qui montre une certaine force relative par rapport aux autres actifs du même secteur? Est-ce qu'elle a une force relative positive, c'est-à-dire est-ce qu'elle performe plus que ses congénères ou inversement le lagarde, donc le loser ou le retardataire, lui, est-ce qu'il a une force relative qui est négative, c'est-à-dire est-ce qu'il est à la traîne? Donc si Nvidia est le leader, quel est le lagarde ou le retardataire dans ce secteur-là? Et donc c'est comme ça qu'on va définir le L de Kanslem. Ok, ça marche. Le I, c'est pour l'institutional sponsorship. Donc c'est le nombre de fonds qui augmente ou qui diminue dans la participation de l'achat de cette action-là ou de cette société-là. Donc grosso modo, est-ce qu'il y a plus de fonds qui achètent cette action récemment ou est-ce que c'est ou plutôt largué par les fonds d'investissement? Pour avoir un mouvement et une tendance, je le rappelle, les plus gros mouvements sont forcément liés à l'achat massif des différents fonds d'investissement. Donc les plus grosses tendances sur 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est des achats massifs de la part de ces fonds-là. Donc on veut une augmentation de, euh, de ce support institutionnel. Le M, c'est le contexte de marché en fait. C'est market direction, quelque chose comme Mhm. ça, je pense. Et grosso modo, est-ce que le contexte est favorable ou défavorable? Si le contexte est défavorable, il va falloir trouver les quelques leaders qui performent. Et si le contexte est favorable, il y aura plusieurs leaders et il y aura l'embarras du choix pour trouver les bons véhicules financiers. Ok, ça marche. Et concrètement, si par exemple, moi demain, tu vois, je connaissais pas forcément cette méthode, si demain je veux la mettre en place, j'utilise forcément un scanner parce que j'imagine que je vais pas aller chercher pour chaque action chaque lettre, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, oui, oui, les screeners qui existent. Moi, j'ai mon screener personnel, mais comme je te disais, il y a le screener de Mark Minervini qui s'appelle de William O'Neill, pardon, qui s'appelle Market Smith. Donc, si je devais commencer avec la méthode de William O'Neill, je commencerai avec quelques lettres et pas la totalité parce que ça fait beaucoup de choses pour un débutant. Donc, le C, Current Earnings, donc on veut voir une accélération nette des bénéfices trimestriels. Le S de Supply, donc c'est offre et demande. Donc, on veut voir une accélération des volumes, de la liquidité. Donc, ça, c'est important. Le L, donc c'est leader. On veut avoir un leader de marché, notamment dans son secteur spécifique. Et puis après, le M pour le contexte de marché. Ce seraient les quatre lettres, je pense, que je retiendrai au début avant de pousser la chose. Ok, ça marche. Et du coup, toi, ton screener à toi, il a été inspiré, tu disais, de celui-ci, d'O'Neill, enfin de celui du screener d'O'Neill, là. Hmm, mais on voit pas tout ça, on voit le CSLM ou pas du tout? Non, on va pas, par exemple, l'aspect fondamental. C'est vraiment purement technique, donc ça C'est va être vraiment l'offre et la technique. demande, ça va être le contexte, ça va être voilà, tout ça. Ok. Derrière, après, il faut aller jeter un œil sur ce qu'a fait la société. Alors moi, je les connais à force, hein, mais tiens, est-ce que c'est du semi-conducteur, sur quoi, quel est, donc il te dit le secteur, mais après, nous, on travaille en interne sur les rotations sectorielles un peu plus de Mhm. façon spécifique. C'est pas magique, hein, il n'y a pas de screener qui te donne tout d'un coup. C'est vrai que le screener de Market Smith, il est vraiment top, mais par exemple, d'un point de vue technique, c'est pas l'idéal. Ok. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de screener parfait. Oui, oui, il y a forcément des équilibres ou des désavantages quelque part. O'Neill, il insiste beaucoup sur le timing d'entrée. Concrètement, ça veut dire quoi pour toi? Alors, il insiste beaucoup. Donc, lui, ce qu'il va rechercher et observer, ça va être une sortie de range ou une sortie de contraction. Euh, et ensuite, il va rider la tendance et il va peut-être faire des renforts tout au long de la tendance. Et une moyenne mobile qu'il affectionne beaucoup, c'est la 10, la moyenne mobile 10 en hebdomadaire, qui doit correspondre à peu près à la moyenne mobile 50 journalière. Ouais. Et tant qu'elle n'a pas été franchie, lui, il reste dans le trade. Et il va venir renforcer tout au long de cette moyenne mobile 10 hebdomadaire. Euh, donc il va prendre sa position initiale en sortie de grosse latéralisation et quand il a l'accélération qui confirme l'accélération des résultats et des bénéfices nets par action, et ensuite il va rider la tendance et renforcer tout au long de cette moyenne mobile 10 hebdomadaire. Ok, ça marche. Et ça fait, enfin, ça fait partie des erreurs que font les gens en essayant, pardon, d'appliquer cette méthode ou pas? Ou plutôt, quelle est l'erreur la plus fréquente que les personnes font en utilisant cette méthode? Ah, l'erreur qu'on fait tous, et moi le premier, et je continue de la faire, c'est on est impatient. Ce type de trading de William O'Neill, c'est de trimestre en trimestre, donc ça veut dire qu'il faudrait être capable de ne pas toucher sa position sur au moins 3 mois. Ah ouais, d'accord. Ok, oui, donc pour ceux qui font de l'intraday ou du swing, c'est chaud, quoi. Alors, pour du swing, ça peut le Une fois. faire en faisant plusieurs allers-retours sur quelques jours, quelques semaines. Mais ouais, c'est vraiment une approche qui. T'as pas raison souvent, mais quand t'as vraiment le bon cheval de course, bah, tu le lâches pas et tu vas le rider tout au long de la tendance. Donc, c'est vraiment des positions très très longues. Donc, je dirais que le plus difficile dans son approche, c'est la patience. Ok, ça marche. Bah, tu vois, dans tout ce que tu dis depuis le début, dans toutes tes vidéos, le plus compliqué à chaque fois, c'est pas la technique, hein. Non, C'est rarement la technique. Et pourtant, vraiment, quand on débute en trading, on se dit, putain, la technique, c'est impossible, c'est trop dur, il y a trop à apprendre. Et en fait, dans tout ce que tu dis, dans tout ce que dans les livres ils disent aussi, c'est vraiment ben, la psychologie, la patience et le cerveau, quoi. ouais, le plus dur, en fait, c'est de tenir le cheval de course. Parce qu'on a pris des pertes avant, et donc notre cerveau, il veut prendre pour satisfaire ce besoin rapide de, Je peux me refaire. j'ai fait un gain, ça va mieux, etc. Et en fait, quand tu as ce type de trading-là, bah, en fait, tu perds tout le temps, et rarement ton cerveau est satisfait par une prise de gain, parce que tu encaisses rarement, en fait. Tu vas encaisser une fois tes gains au bout de X temps, alors que tu vas encaisser, pour un gain, tu vas peut-être encaisser 20 pertes, tu vois, ou 10 pertes. Ouais. Donc ton cerveau, il aime pas parce que il y a une Lui, il perd. dissonance comme ça où tu lui fais du mal et tu veux même pas le satisfaire. Tu vas le satisfaire une fois, mais pour le satisfaire une fois, il va falloir se faire du mal au moins 10, 15 fois. C'est Ouais. hyper dur. Ouais, c'est pas le cerveau, il est pas câblé pour ça, de base. Il va retenir, ouais, j'ai perdu 20 fois, mais j'ai gagné une fois, quoi. Et au début, Ouais, alors, quand ouais. t'es chevronné et que t'as l'habitude, c'est bon, t'es bien. Mais si par contre, bah, t'es au début, t'es débutant, tu te dis, ouais, c'est pas fait pour moi.
Mais tu sais, même avec de l'expérience, l'année passée, je fais 90% de performance, attesté par le track record du courtier. Eh bien, si j'avais été patient, si j'avais tenu mes idées, j'aurais fait 300%. Parce que c'est tellement dur d'être patient, c'est tellement dur d'être patient. C'est dur, même pour quelqu'un d'expérimenté. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, ça va arriver avec le temps. Mais je suis sûr que même O'Neill, bon, plus maintenant le pauvre, mais même les plus gros traders du monde, ça leur arrive encore, hein. Ça leur arrive forcément. Ça les démange et il faut se dire, ok, tiens, 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 tiens. Et des fois, tu vas avoir le contre-exemple où tu tiens et puis ça fane et un beau trade où tu vas perdre peut-être 20%, 30% de ta plus-value parce que tu as essayé de le tenir. Et ça va être frustrant et ça va te dire, ok. Et ça va tout faire pour que tu tiennes pas le prochain. Alors qu'il faudrait. Il faudra qu'ils le tiennent, ouais. Ok. Bah, alors là, il faut bien comprendre que c'est un style de trading où tu vas pas chercher des petites amplitudes et des écarts. Là, c'est vraiment, tu captes le monster, quoi. C'est le trade monstre qui va annihiler 50 trades perdants. C'est, Donc, après, ça veut pas dire qu'on est obligé de faire ça. Il y a plein de styles de trading différents qui sont entre les deux et qui permettent de faire de la performance. Mais c'est vrai que si tu veux gagner gros, t'as pas d'autre moyen que enfin, oui, non, parce que moi je tiens pas autant, et pourtant j'arrive à faire des belles performances. Mais pour moi, les meilleurs traders, c'est ceux qui gagneront le plus, qui gagnent le plus, ce sont ceux qui arrivent à tenir le plus quand ils ont raison. Ok, ça marche. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de juste milieu entre deux Ouais, qui est c'est parce que rentable, hein. c'est leur style de trading. Mm. Il y en a forcément, il faut que ça colle aussi à ta personnalité et à ce que tu veux, quoi. Ouais. Et en Et- fait, et des fois, tu reviens sur un graphique que tu avais tradé avant et tu te dis, mais en fait, j'ai pris 100 trades entre temps pour gagner l'équivalent, voire moins que si j'avais juste tenu ce trade-là, quoi. Des fois, ça te fait ouais, réfléchir. Pas pour autant que là, tu le tu te fasses. dis, merde, j'aurais peut-être dû tenir mon trade. Tu te le dis, mais c'est pas pour autant que tu vas l'appliquer sur le suivant. Ouais. Parce que c'est dur, c'est dur, c'est dur. Est-ce que toi, tu utilises encore des principes de ce livre aujourd'hui? Et si oui, bah, lesquels tu utilises concrètement? Tous, à peu près Ah oui, tous. ok. Absolument. C'est juste du bon sens hein, maintenant, et puis c'est ce qui fonctionne. Donc maintenant, encore une fois, j'ai juste pas le même timing et le même horizon de temps que lui, mais tous ces, toutes ces lettres sont hyper importantes. Ouais. Il y en a quelques-unes plus que d'autres, celles qu'on a citées tout à l'heure. Ouais, ok. Et concrètement, alors je sais qu'il parle, il en a parlé un petit peu tout à l'heure, de leader de marché. O'Neill, il en parle beaucoup de ça. Mhm. Comment est-ce que toi, concrètement, là, si demain ou tout à l'heure, là, tout ton ordinateur, tous tes graphiques, comment est-ce que tu identifies un leader de marché? Il y a un changement de paradigme, c'est ce que je disais hier en coaching, c'est que il y a un changement de comportement sur l'actif qui est drastique en général, sauf sur les méga caps qui sont déjà hyper liquides, où il y a des dizaines, des centaines, voire plus de milliards qui sont injectés tous les jours. Bon, là, c'est difficile de déceler un changement de comportement, ça va plutôt monter de façon régulière, mais en général, il y a un changement qui est drastique, c'est-à-dire tu passes d'une action qui avait, je sais pas moi, telle activité, tant de volume, et de suite, un catalyseur, ces résultats d'entreprise, ou un partenariat, ou peu importe, qui vient changer la donne, et la liquidité n'est plus la même, le comportement n'est plus la même, la volatilité n'est plus la même. Augmentation de la volatilité, augmentation drastique de la liquidité, et tu sens qu'en fait, il y a des gros derrière qui ont faim. C'est pour ça que moi, je traque beaucoup les volumes dans mon scanner, c'est parce que les volumes, c'est la seule marque avec le prix de l'intérêt des institutions. Ils ne peuvent pas passer inaperçus ou presque avec le prix des volumes. Donc en fait, tu observes un changement drastique sur les volumes et sur Et les ça, prix, tu mais le vois au sur les niveau du prix, tu le vois au niveau des volumes, tu le vois au des niveau de... volumes, Ouais, essentiellement des volumes, hein. essentiellement des volumes. Ouais. On en parlera sur la différence des traders. Il y a certains traders qui observent que le prix. De toute façon, c'est soit le prix ou les volumes. Et le prix te rémunère et va te payer. Mais en général, les volumes, c'est un peu le compteur de contrat, comme dans une voiture, à quelle vitesse tu vas. Et plus un actif est fortement demandé, puis il y a quelque chose qui se passe, c'est que c'est bouillant, plus ce compteur il va s'exciter. Et plus la norme qui était avant, ben, la norme actuelle sera différente de la norme avant. Donc en fait, par exemple, ce qui est intéressant, c'est parce que des fois, tu as beaucoup des journées où t'as de la volatilité, tu as un gros pic de volume, et puis derrière, plus rien. Un leader de marché, c'est tu as cette grosse journée avec des volumes, et les journées qui suivent, ça continue. Ça continue, ouais. Ça fane pas, tu vois, ça disparaît pas, c'est pas ponctuel. Tu as vraiment cet attrait des capitaux qui continue d'arriver, même si le prix ne bouge pas trop haut aussi. Les volumes sont là. Ça veut dire qu'il y a des gros qui commencent à injecter des Ah, capitaux qui ok, ne plus bien, s'arrêtent ouais. pas d'injecter des capitaux. Et en fait, je pense que la différence, elle est majeure. C'est tu as une augmentation de cette liquidité et elle tient dans le temps. Elle n'est pas juste ponctuelle. Ok,
D'accord. Ouais, c'est hyper intéressant. Et du coup, est-ce que ce livre à toi, il t'a aidé concrètement, bah, soit à mieux gérer tes pertes ou à mieux entrer en position? Parce que dans une autre vidéo, on parlait des différentes, ouais, sur la gestion des pertes, justement, je t'avais demandé, est-ce que bah, ces 3 livres, dont celui-là, t'avaient bien aidé à gérer tes pertes? Comment on est à ce niveau-là, bah, pour toi concrètement? Sur la gestion des pertes, du coup, sur ces Ouais, livres? est-ce que ça t'a aidé? Est-ce qu'il y a un concept particulier qui t'a aidé à mieux gérer tes pertes, à mieux rentrer en position, à voilà quoi. C'est un bon livre pour. Moi, je trouve que c'est un très très bon livre pour la sélection des actions, pour la méthode de sélection, etc. La gestion du risque elle va forcément être intéressante, mais je dirais pas que c'est le point fort du livre. Vraiment, le point fort du livre, c'est de trouver les Trouver les leaders de bons marché, les monstres, quoi. Maintenant, forcément qu'il a une très bonne gestion du risque, mais je dirais que le livre pardon, de Marc Minervini est peut-être un peu plus poussé là-dessus. Mais bon, c'est tout aussi intéressant, hein. ouais, ouais. Mais de toute façon, Et c'est ce que tu disais dans la vidéo précédente. Tu disais que voilà, même un très bon conducteur avec avec, alors, je sais plus une 4L, je crois que tu disais, ou 2 chevaux, et un très bon conducteur avec une 2 chevaux, ne battra pas forcément, il ne battra pas un conducteur très moyen avec une Ferrari, quoi. Donc oui, la sélection des actifs, c'est d'autant plus important, ou c'est aussi important que la gestion du risque et la gestion des... c'est aussi important. Mais du coup, dans ce livre, c'est vraiment axé sur la sélection des actifs, trouver les bons choix de course, etc. C'est hyper intéressant. Euh, Après, sa gestion est intéressante, mais pas forcément intéressante à moi. Pourquoi? Bah, parce que il fait du très long terme. Donc, il n'a pas du tout la même taille de stop loss, Ouais, la même récurrence d'opportunités que moi je peux faire. Je suis plus proche de Mark Minervini et Dan Zanger que de William O'Neill dans mon style de trading. C'est pour ça que, en termes de gestion, c'est hyper intéressant. C'est juste que ça colle pas trop à ce que je fais. C'est des stops un peu plus larges, 7 à 8%. Moi, j'ai pas des stop loss aussi larges. ok. C'est pour ça que je dis que c'est un peu Après, ça, moins c'est axé. après, en fonction du trading. Ouais, voilà, c'est en fonction du profil de chacun. Ok. Et pour terminer, si quelqu'un débute ou si quelqu'un bah, ne connaît pas forcément ce livre-là, est-ce que tu recommandes de le suivre à la lettre ou de l'adapter? Je pense qu'il faut pas adapter au début, parce qu'on adapte avec des mauvais biais. Ok, donc d'abord tu Je suis à pense la lettre. il faut suivre à la lettre. Il y a peut-être quelques lettres en priorité à comprendre, et puis après les autres viendront. Mais non, je pense pas qu'il faille adapter parce que parce qu'on a quelqu'un qui a fait énormément d'argent. Pourquoi on adapterait à notre façon de faire alors qu'on n'a pas fait d'argent quand on débute? Oui, ouais, c'est vrai. En fait, il faut juste savoir écouter les meilleurs. Maintenant, c'est sûr qu'à terme, tu vas forcément trouver des affinités et peaufiner ton approche un peu dans ton style. Mais au début, je pense pas qu'il faille faire de concessions, essayer de faire une tambouille. Je pense qu'il faut Ouais. adapter D'abord t'écoutes et comme tu essayer dis, et après de. tu... Ouais, ouais, ouais. Et quand ça marche, ben, tu vas voir qu'en fait ça marche parce que tu as trouvé un peu plus ton style. Peut-être que tu vas sur les leaders de marché comme moi, mais tu les tiens pas aussi longtemps, etc. Une fois que tu as compris ton style, c'est facile de voir les différences. Ça va se faire naturellement. Ok, ça marche. Bah écoute, merci pour Mais de cette rien. petite interview, merci pour cette valeur. Et si jamais il y a des personnes qui sont intéressées dans les commentaires, écrivez ce que vous avez pensé, si vous avez lu le livre, ce que vous en pensez, ce que vous avez retenu de la vidéo. Et, euh, et puis voilà, il y aura d'autres vidéos, on va expliquer aussi pas mal Momentum Masters, donc pour ceux qui sont intéressés, ça va sortir très vite ou c'est déjà sorti en fonction de quand vous la regardez. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur la chaîne.